des Pays de Loire et président du collectif Racine, donc qui est le collectif des enseignants patriotes du front. Donc il travaille avec le collectif Marianne, dont Arnaud fait également partie. Arnaud est donc secrétaire départemental des jeunes de Pays de Loire. Non, Loire-Atlantique et Pays de la Loire. Et coordinateur régional des Pays de Loire. Donc, je ne vais pas vous faire un discours extrêmement long. Je vais céder la parole d'ores et déjà à Alain. Et puis, merci encore d'être venu. Et puis, nous partager tout ton savoir. Oui, merci d'abord à toi, Lilian, d'avoir effectivement sollicité mon intervention ce soir devant vous. Merci à vous tous d'être venus pour parler d'école. Eh bien, donc, il se trouve que, effectivement, l'intervention que je fais ce soir devant vous s'inscrit dans une suite de conférences proposées par la vice-présidence de notre mouvement politique. Son titre en est « École, un enjeu pour toute une nation ». Alors, j'ai envie de vous dire d'abord que l'école soit un enjeu pour toute une nation, puisque c'est donc le titre de cette conférence. D'abord, vous en attestez par votre présence. J'ai pu m'entretenir avec un certain nombre d'entre vous avant que nous débutions. Le fait est que l'école, en effet, nous concerne tous. Nous avons tous été élèves, nous sommes parents, enseignants, comme c'est mon cas. Et chacun, par ailleurs, mesure l'intérêt, ou l'enjeu même, plus encore, que l'école constitue pour l'avenir de notre pays. Parce que, évidemment, à l'école se joue l'avenir individuel des enfants que la nation confie à cette école, mais tout autant l'avenir collectif de la nation. Je voudrais commencer en rappelant peut-être une évolution, parce qu'effectivement je parle ici au titre de président du collectif Racine, une évolution qu'a connue notre mouvement, qui est, je crois, assez emblématique de ce qu'il est vraiment dans une dynamique d'accès aux responsabilités. Bien, le fait est que le Front National s'est longtemps tenu à distance des problématiques scolaires. Il y a eu, notre présidente s'en est expliquée d'ailleurs très peu de temps après son élection à la tête du parti, il y a eu sans doute d'ailleurs un malentendu qui a duré plusieurs années entre le mouvement patriote et les enseignants. Malentendu qu'il nous fallait dissiper. Alors ce qui s'est produit, c'est qu'effectivement l'idée a germé durant l'année 2012 de constituer des collectifs thématiques. Aujourd'hui nous en sommes à 10, je sais que tu es impliqué bien dans le cadre de l'un d'entre eux, et le premier qui a vu le jour, eh bien, c'est le collectif Racine des enseignants, justement, qui a vu le jour en octobre 2013. Alors pour faire un état des lieux rapide avant d'entrer dans des problématiques plus fondamentales, et puis pour vous dire, parce que j'y tiens, ce que sont, puisque c'est le travail essentiel que nous menons en ce moment, les propositions que nous allons proposer à Marine et qu'on devrait retrouver dans son programme présidentiel pour l'école et pour l'université. Quelques mots du collectif pour commencer. Bon, d'abord, quand nous sommes constitués, cela a constitué une sorte de séisme, parce que, nous en parlions tout à l'heure, des enseignants frontistes ou des enseignants bleu marine, eh bien, c'était une espèce qui était jusque-là inconnue. Les réactions ont été diverses, d'abord d'étonnement, et puis ensuite, ne nous le cachons pas, à cette époque-là, de franche hostilité. Hostilité que les pionniers que nous sommes, Valérie Lopi, qui est connue, que vous connaissez bien sans doute les uns les autres, qui a été la toute première, puisqu'elle s'est affichée en tant qu'institutrice et directrice d'école Front National, aux côtés de Marine, en menant une brillante campagne législative en 2012, eh bien, elle était identifiée comme enseignante. Ça a été la première, la pionnière en quelque sorte. Et puis ensuite, peu de temps après, sont venus, et j'en suis, ceux qui, avec Valérie, qui en est cofondatrice, eh bien, ont fondé le collectif Racine. Bon, les choses se sont passées de façon assez brutale à l'origine. Je veux dire, dans le cadre de notre milieu professionnel, ce que ceux d'entre vous qui le connaissent, et même ceux qui le connaissent moins, soupçonneront sans peine. Pour donner deux, trois exemples, deux, trois anecdotes, puisque ça relève en fait de l'anecdote, eh bien,
des réunions syndicales se sont constituées pour ne tourner en définitive qu'autour de la personne, la mienne dans mon lycée, celle des autres dans leurs établissements respectifs. Nous avons eu droit à la distribution de tracts hostiles à la sortie de nos établissements, le Front de gauche et le Parti communiste français, ou du moins ce qu'il en reste, eh bien, on trouvait là effectivement un cheval de bataille, aller dénoncer à la sortie des établissements les enseignants prétendument d'extrême droite. Mais là où nous les avons pris profondément à revers, c'est que parmi nous en sommes, je l'ai évoqué tout à l'heure Valérie Lopi, parmi les membres fondateurs, nous étions nombreux, ce qui est intéressant sociologiquement, à avoir une autre provenance politique que celle du gros des troupes du Front National. Valérie Lopi est passée par Chevènement, c'est mon cas aussi. Donc la chose, sans que ce soit une stratégie, parce que c'était effectivement notre provenance, notre origine, disons, politique, celle de la gauche patriote, a pris un peu tout le monde à revers parce qu'on a vu à ce moment-là, eh bien, non seulement que le Front National pouvait réunir en son sein des enseignants, mais pouvait aussi, et c'est bien la ligne de notre mouvement politique aujourd'hui, rassembler très largement l'ensemble des patriotes, qu'ils viennent de la droite nationale ou qu'ils viennent de la gauche patriote. Voilà. C'est donc ce qui s'est produit à cette époque-là. Bon, alors, le coup d'éclat que fut notre création, notre officialisation passée, eh bien, nous avons travaillé. Nous avons travaillé, habités par une sorte de foi, de fougue, en ayant la conviction, là, de remplir une mission historique, conviction qui ne nous a jamais quittés du reste. Nous avons travaillé, l'une de mes tâches principales a d'abord été de chercher à faire exister le collectif au niveau local. Nous avons à ce jour 21 sections départementales qui sont ouvertes, réparties sur l'ensemble du territoire. Donc j'ai fait un peu exprès, alors qu'on m'attendait plutôt forcément dans le sud-est, d'en ouvrir aussi dans le Finistère par exemple. D'ailleurs je disais à quelqu'un tout à l'heure que je trouvais un peu de ressemblance entre cette belle permanence et la permanence de Brest. Voilà, donc nous sommes imposés chez moi en Loire-Atlantique, à Paris. Bref, nous sommes implantés à présent dans tous les coins de France. Nous avons par ailleurs largement communiqué, puisque nous le savons aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quelque chose d'absolument important qu'il nous faut investir. Nous avons communiqué par communiqué de presse, plus classiquement, mais en étant également très actifs, je crois, sur les réseaux sociaux. En étant, bien entendu, parce que tel était un autre aspect de notre mission, si vous voulez, particulièrement attentif à l'actualité locale. Marine avait dit à Brachet en 2014, juste après la désignation, la nomination de Najat Vallaud-Belkacem, dont nous n'allons pas pouvoir ne pas parler un peu ce soir, qu'elle ne nous laisserait pas chômer. Ça a été effectivement le cas. Nous avons été évidemment, comme nous le devions, extrêmement réactifs par rapport à l'actualité éducative et par rapport à l'ensemble des contre-réformes conduites par cette ministre qui décidément laissera de tristes souvenirs dans notre pays. Ce que nous avons fait par ailleurs, c'est toujours dans cette perspective de communication, je crois que nous pouvons en être fiers, et je salue Arnaud, qui est mon principal collaborateur, outre qu'effectivement il est investi au collectif Marianne. Nous publions une lettre trimestrielle, dont certains n'ont pas le nombre, mais certains exemplaires seront laissés dans la permanence. Une lettre trimestrielle de 32 pages qui, je crois, manifeste à la fois ce que nous sommes capables de faire en termes de critique d'une situation, mais aussi ce que nous élaborons progressivement en termes propositionnels, puisque donc, je termine par là pour la présentation du collectif. Par ailleurs, nous avons constitué en interne 8 groupes de travail qui réunissent des spécialistes, des praticiens, thématiques et par niveau. Et ces 8 groupes de travail ont la charge d'élaborer un projet présidentiel. La touche finale, la synthèse des notes qui ont été produites maintenant depuis 2 ans et demi, eh bien, occupera une grande partie de mon été, ceci en perspective, bien sûr, du début de la campagne présidentielle. Voilà. Donc, voilà ce qu'est le collectif aujourd'hui. Maintenant, vous êtes venu m'entendre ce soir pour que nous parlions d'école. Je vais le faire en suivant une démarche très classique, c'est-à-dire d'abord poser des diagnostics, vous rappeler les diagnostics que nous posons,
Et ensuite, j'articulerai bien entendu à l'analyse d'une situation qui est déplorable, l'école se porte très mal et l'université ne se porte pas mieux. Eh bien, j'articulerai à cette présentation, disons, analytique, une présentation donc de nos propositions, de nos principales pistes, telles qu'elles devraient se retrouver dans le programme présidentiel. Alors, concernant les diagnostics, je dirais que notre école et notre université ont été ravagées par deux principaux vecteurs. D'une part, par le contresens égalitariste, que je vais expliquer un peu, qui a été le vecteur donc d'un nivellement par le bas. Non, Madame le ministre, qui, lors de la conférence de presse qu'elle a donnée pour inaugurer le début du bac 2016, a eu un problème de mathématiques pour montrer que ce problème était vraiment très compliqué et que le niveau ne baissait pas. Bien sûr, pour les profanes que nous sommes, qui ne sommes pas lycéens en terminale scientifique, nous ne comprenons pas grand-chose à cet intitulé, mais le niveau baisse, c'est incontestable, et dire le contraire ne relève que d'une simple stratégie de déni. Donc le premier vecteur du déclin de notre système, c'est le contresens égalitariste qui a nivelé par le bas, qui a rendu en réalité l'école profondément inégalitaire. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et ce contresens égalitariste, eh bien, s'est trouvé redoublé par ce qu'on a appelé, c'est le terme habituellement consacré, ce qu'on a appelé le pédagogisme, que j'expliquerai, dont je tracerai les contours réellement. Puis, un deuxième vecteur qui permet de comprendre l'effondrement de notre système scolaire et universitaire, eh bien, c'est tout simplement le reniement de la part de nos élites au pouvoir de tout ce qui est national et républicain. Nos élites, ici comme ailleurs, pour ce qui concerne l'école, comme pour ce qui concerne le reste, eh bien, n'aiment pas la France, au point, nous savons bien, où elles ont bradé des pans entiers de sa souveraineté. Il y a également, pas simplement la souveraineté fiscale, la souveraineté économique qu'il nous faut recouvrer, mais une souveraineté éducative. J'en parlerai ensuite. Bon, alors pour commencer sur ce que j'appelais il y a un instant le contresens égalitariste, le contresens égalitariste réside dans ceci, qui est simple pourtant à comprendre, qui est que ce n'est certes pas en revoyant à la baisse, comme cela a été fait constamment depuis 30 ou 40 ans, le niveau d'exigence, les contenus enseignés, car les programmes se sont réduits au fur et à mesure des réformes comme peau de chagrin. Ce n'est pas en réduisant à la baisse le niveau d'exigence que l'on va permettre à l'école de combler les inégalités sociales. En réalité, c'est tout l'inverse. Plus on réduit à la baisse le niveau d'exigence, plus ce sont ceux des enfants, des élèves, qui ont tout à attendre de l'école parce qu'ils sont d'origine modeste, qui vont se trouver lésés. Voilà. Le contresens égalitariste a donc, au contraire de cette évidence, consisté à croire et à prétendre que démocratiser l'école supposait de revoir le niveau d'exigence à la baisse. Bon. Désignons les coupables. Le principal coupable, c'est assez connu, eh bien, c'est quelqu'un comme Bourdieu. C'est le sociologue Pierre Bourdieu, qui pourtant était lui-même issu d'un milieu social fort modeste et a dû, à l'école de la République, de s'élever socialement jusqu'à devenir un professeur au Collège de France, mais qui a commis, effectivement, de façon plus ou moins délibérée, la question est très souvent difficile à trancher, est-ce vraiment une affaire de responsabilité ou est-ce simplement une affaire de contresens, de bêtise ou oui, voilà, d'illusion. Je crois qu'il en fut conscient jusqu'à prétendre, il y a une vieille émission d'Apostrophe que vous pourrez trouver sans peine sur Internet qui vous l'indiquerait, jusqu'à prétendre, et cela s'est fait, vous voyez, Bourdieu a inauguré véritablement une tendance, qu'il fallait réformer l'orthographe en la simplifiant pour démocratiser, même contresens. Or, il est bien évident que lorsque l'on simplifie l'orthographe, c'est-à-dire lorsqu'on l'appauvrit, on ne démocratise rien du tout, bien au contraire, le schéma est le même, c'est l'exemple même, un exemple qui établit clairement ce que c'est que ce contresens égalitariste. Eh bien, lorsqu'on simplifie l'orthographe, on empêche à ceux des enfants
qui, de par, je reprends un concept à Bourdieu, le capital culturel qu'ils ont du fait de leur milieu social d'origine, eh bien, n'ont pas accès aux grands auteurs de notre littérature, eh bien, on leur interdit à ces enfants d'y avoir jamais accès. Voilà. Bon, alors, puisqu'on ne peut pas décider de la part de responsabilité, de la part de bonne intention, parce qu'il y a aussi peut-être une part de bonne intention. Enfin, c'est connu, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parlons de ce qui s'est fait très concrètement au niveau des réformes. Ce contresens égalitariste, il va s'incarner tout d'abord, et c'est en quelque sorte le péché originel des réformes catastrophiques qui ont conduit à notre système dans le déclin. Il va conduire tout d'abord à la loi Abi de 1975, qui est la loi qui instaure le collège unique. Voilà. Le collège unique, qui aujourd'hui est toujours, qui est d'autant plus qu'on a continué et on a poursuivi dans l'esprit de ce contresens égalitariste. Donc on a le collège plus unique encore que le collège unique, première mouture aujourd'hui. Eh bien, le collège unique a été effectivement ce lieu où, du fait d'une révision à la baisse du niveau d'exigence, d'un appauvrissement des programmes, du fait qu'on a prétendu enseigner la même chose à tous les enfants, alors que les enseignants savent ce que sont les dispositions des uns et des autres, eh bien, en fait, on a interdit à ceux qui auraient trouvé épanouissement dans une filière professionnelle de s'élever, et par ailleurs, on a empêché aussi ceux qui étaient plus disposés à les études, disons, intellectuelles, eh bien, de s'élever aussi. Bref, c'est une catastrophe, et une catastrophe qui perdure. Autant dire, il est difficile de ne pas mordre sur l'aspect propositionnel de mon propos, autant dire que nous supprimerons le collège unique, ne serait-ce que parce que il y a un impératif qui figurait déjà dans le programme présidentiel de Marine en 2012, qui est celui de permettre l'apprentissage dès l'âge de 14 ans, ce qui suppose effectivement un palier d'orientation au beau milieu des années de collège, et donc la suppression du collège unique. Ce contresens égalitariste, je vais élaguer un peu mon propos, suivre l'ensemble des réformes qui sont nourries par ce contresens. Eh bien, je le disais tout à l'heure, elle s'est retrouvée redoublée par une autre idéologie, parce que là, on voit le poids des idées, qu'il est de coutume d'appeler l'idéologie pédagogiste. Bon. Alors, cela mérite un mot d'explication. La pédagogie est à distinguer, bien sûr, des savoirs proprement dit. Chacun entendra que pour qu'un professeur soit un bon professeur, il faut bien sûr qu'il soit compétent dans la discipline qu'on lui demande d'enseigner, mais que cela ne saurait suffire. Il n'est pas rare d'ailleurs que, peut-être est-ce le cas des uns et des autres ici, que nous ayons eu des professeurs qui avaient manifestement un très bon niveau dans leur discipline, mais qui avaient le plus grand mal à conduire les élèves à maîtriser cette discipline ou à s'élever dans ce savoir. La pédagogie est donc effectivement quelque chose qui est nécessaire, outre la maîtrise des compétences disciplinaires du maître. Mais la pédagogie, si elle est incontestablement nécessaire, eh bien, doit être comprise pour ce qu'elle est. Elle n'est pas un savoir théorique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur la base, là je parle de la formation des maîtres, sur la base de considérations théoriques, permettre aux maîtres de savoir comment s'y prendre pour parvenir à dispenser leur savoir, et donc à faire progresser leurs élèves. La pédagogie est en réalité bien plus un art, c'est-à-dire un art au sens d'une pratique dans laquelle on devient habile et on devient de plus en plus habile à mesure qu'on la pratique. Voilà. Le pédagogisme a donc d'abord, au contraire de cette évidence, je vous vois acquiescer, je crois qu'il suffit d'y réfléchir un tout petit peu pour s'aviser que c'est le cas, c'est un art et non pas, on n'est pas de façon, on n'acquiert pas cette pratique, la pratique du bon pédagogue, parce que l'on a eu des cours théoriques prétendant expliquer comment il fallait s'y prendre. Eh bien, pourtant,
premier aspect de la dérive pédagogiste, on a institué, c'est la loi Jospin de 1989 qui en porte création, les tristement célèbres instituts universitaires de formation des maîtres, qui ont été suspendus par Sarkozy, puis recréés par Payon, qui aujourd'hui s'appellent les SP, qui en réalité déroutent toute espérance de la part des enseignants qui, au contraire, sont déformés par cette institution. SP, École supérieure du professorat et de l'éducation. Bon. C'est-à-dire que la loi Jospin 1989 institue ces centres de formation où on prétend enseigner aux enseignants débutants un savoir théorique qui est supposé leur permettre d'être de bons pédagogues. Outre qu'on les formate, comme c'est assez connu, dans telle ou telle direction, les syndicats ne sont jamais très loin, les syndicats de gauche, voire d'extrême gauche, ne sont jamais trop loin pour leur dire quoi penser. Alors, qu'a-t-on, puisqu'on a prétendu permettre aux enseignants débutants de devenir pédagogues grâce à cette formation dispensée dans les UFM et aujourd'hui les SP, que leur a-t-on enseigné comme brillantes idées, comme grandes théories? Eh bien, on leur a enseigné le principe de, c'est une formule inscrite noir sur blanc dans la loi Jospin 89, on leur a enseigné le principe selon lequel il fallait placer l'élève au centre du système. Voilà. Alors, la formule peut paraître sympathique, parce qu'effectivement, les établissements scolaires sont faits pour les élèves, après tout. C'est aux élèves qu'on enseigne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en prétendant placer, et la formule se poursuit, l'élève au centre du système, comme référent de la culture commune, dit le texte de la loi, eh bien, on a prétendu, en réalité, mettre à la périphérie du système le savoir, les compétences, les véritables enseignements fondamentaux. La traduction est très concrète. J'en donne un exemple. Au titre de ce brillant principe, selon lequel donc il faut placer l'élève au centre du système comme référent de la culture commune, eh bien on s'est dit, mais mon Dieu, en cet établissement, en cette classe, la culture commune des élèves, c'est le rap. Et comme il s'agissait donc de faire de l'élève placé au centre le référent de la culture commune, les professeurs de français, par exemple, ont bien souvent renoncé à faire étudier les textes de notre littérature à ses élèves pour prétendre leur enseigner le français sur la base de textes de rap. Voilà. Alors, vous voyez la convergence des deux aspects que je signalais, à savoir l'égalitarisme, abaissement du niveau d'exigence, et par ailleurs le pédagogisme consistant à placer l'élève au centre. Bref, on a de moins en moins cherché à instruire les enfants, ceci de l'école primaire, hein, bien entendu. L'école primaire où se joue l'égalité des chances. Hein. On a de plus en plus renoncé à leur transmettre les savoirs les plus fondamentaux qui sont absolument nécessaires, qu'il est absolument nécessaire de maîtriser. Et les établissements scolaires sont devenus des lieux de vie. Hein, ça a été très en vogue également à cette époque du pédagogisme tout-puissant, mais qui est toujours effectif, sont devenus des lieux de vie au point que l'on est fondé à se demander si ce qu'on a enseigné, ce n'est pas plutôt l'ignorance. Hein, je cite là l'ouvrage de Jean-Claude Michéa, qui est l'auteur en 2002, justement, à cette époque où vraiment sévit l'idéologie de l'élève au centre. Eh bien, auteur d'un livre, Jean-Claude Michéa, intitulé « L'enseignement de l'ignorance ». Je parlais tout à l'heure d'un deuxième vecteur qui explique la situation désastreuse de notre école et de notre université. Alors, comme ici, comme partout, plutôt, on retrouve le rôle parfaitement pernicieux qu'a pu jouer par rapport aux politiques conduites nationalement, eh bien, les directives européennes. Nous avons assisté, de façon tout à fait nette, à une soumission de nos ministres successifs, depuis, s'il faut les désigner, Chevènement a fait exception. Chevènement a été je disais tout à l'heure que je venais de cette origine-là, mais Chevènement a été un ministre acceptable. Il y a eu un sursaut
c'est Gilles de Robien. Gilles de Robien, qui a été incapacité en réalité, ce dont nous tirons les leçons, Arnaud particulièrement travaille sur cette question-là, de nécessaire recentralisation du système, parce que Gilles de Robien particulièrement, j'en parlerai un peu plus loin, a prétendu mettre hors de la loi, à très juste titre, la méthode globale et ses dérivés d'enseignement de la lecture. Bon, le ministère de l'Éducation nationale, et comme disait un autre ministre, le sinistre mémoire, Claude Allègre, un mammouth. Si les ministres passent, l'administration centrale, elle, demeure inchangée. Du coup, la volonté du ministre Robien est restée un vœu pieux, parce que l'administration centrale n'a jamais effectivement traduit en décisions effectives cette intention ô combien louable de suppression, de mise en la loi de la méthode globale. Bon. Alors, mis à part, si on parle des 3 ou 4 décennies précédentes, mis à part Chevènement et de Robien, au niveau de ses intentions et ses vœux pieux, l'ensemble des ministres, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont été, pour l'école et pour l'université, la plus absolue des catastrophes, incontestablement. Et ici, donc, comme ailleurs, comme partout, les politiques éducatives ont été inspirées par des directives européennes, dans le détail desquelles je vais entrer un tout petit peu. Alors, là où l'Europe a fait le plus grand mal, l'Union européenne a fait le plus grand mal à l'école, c'est par le protocole de Lisbonne, qui date des années 2000. Le protocole de Lisbonne, qu'on en parle, et dont la traduction, petite incise, sera la loi Fillon de 2005, la traduction la plus directe. Le protocole de Lisbonne a une visée exclusivement économique. C'est-à-dire qu'il envisage l'éducation, l'instruction, dans une perspective qui est uniquement économique. Je dis tout de suite que le fait que l'école ne soit pas suffisamment connectée au monde de l'entreprise est incontestable. Le corps enseignant est très rétif à cela, et pourtant c'est incontestable. Et nous travaillons aussi ce dossier. Je fais d'ailleurs à Nantes, à la rentrée de septembre, une conférence avec Mickaël Salat de Croissance Bleu Marine. Nous allons parler de la formation et de la nécessaire connexion de l'école avec le monde de l'entreprise. Mais c'est incontestable du fait qu'il faut bien sûr que l'école prépare les enfants, les jeunes, à une carrière et donc à une entrée, pour beaucoup d'entre eux, dans le monde de l'entreprise. Le protocole de Lisbonne, ce n'est pas ça. Le protocole de Lisbonne, c'est une réduction drastique de la mission d'instruction de l'école au titre d'impératifs économiques. Je détaille. Avec le protocole de Lisbonne, il s'agit de faire de l'Union européenne le cadre de l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Et le modèle qui a inspiré nos élites européennes, c'est bien sûr le modèle des États-Unis d'Amérique. Et du coup, la principale mission que le protocole en question a assignée à l'école est-elle devenue celle de l'employabilité, mais bien sûr d'une employabilité envisagée du point de vue de l'impératif de flexibilité des emplois. Bon. C'est d'ailleurs ce que dit Michéa, que je vais citer une deuxième fois, toujours le même livre, 2002, L'enseignement de l'ignorance. Ce qu'il nous dit, c'est que finalement, tout se passe comme si l'école n'avait pour finalité que de former des travailleurs le plus flexibles possible, voyez, et par ailleurs les esprits, on dira un mot sur l'esprit critique, les esprits qui soient aussi les plus dociles possibles, au titre de cette exigence de l'employabilité. C'est aussi pour cette raison qu'on a considéré qu'on pouvait revoir à la baisse, là encore, le niveau d'exigence, ou bien dire, bon, ce n'est pas très grave si à tel niveau, par exemple à la fin du collège, la lecture n'est pas maîtrisée, parce qu'après tout, il restera le lycée, ou la vie à venir, vous voyez. Le fameux principe de la formation tout au long de la vie, au détriment de la formation initiale. Ça convient effectivement à une économie toute puissante. Bon. Alors, les dictats européistes de Lisbonne, ils ont donné très concrètement, pour l'école, un certain nombre de choses. D'abord, le fameux socle commun des connaissances, qui est une sorte de moins-disant
sans précédent en termes d'instruction. Le mal avait déjà été largement fait, mais alors il a été redoublé par la loi Fillon de 2005. Ça a été aussi, et je le fustige dans le cadre de l'exercice de mon mandat de conseiller régional, j'appartiens à la commission des lycées et de l'éducation, comme c'est logique, ce fut aussi la soumission au dieu numérique, la vénération du dieu numérique et du dieu informatique. Il y a eu pas mal d'ailleurs au début de cette quinquennat de Hollande des déclarations disant que finalement c'est par l'équipement informatique des établissements que l'école trouvera un remède à tous les maux dont elle souffre. Voilà. On peut le dire tout de suite, le numérique, ça n'apporte quasiment rien à l'instruction des enfants, peut-être à la marge. Par contre, et nous y réfléchissons aussi, constituer un enseignement à part entière d'informatique, ça, oui. Mais prétendre enseigner ou remplacer le tableau blanc avec des feutres de couleur par un tableau interactif, ça n'apporte strictement rien. Bon. Ce fut aussi, les mêmes dictats de Lisbonne, eh bien, la vénération de l'anglais. J'ai appris tout à l'heure par Lilian que viendraient peut-être dans votre beau département les responsables du COMEF, du collectif Mère et Francophonie. Nous avons fait à Nantes, il n'y a pas longtemps, une conférence commune sur la question précisément de l'uniformisation linguistique. Bon, ce n'est pas l'anglais qu'on apprend à vos enfants ou petits-enfants à l'école, c'est le globish, c'est-à-dire l'anglais de communication internationale, qui n'est pas une langue, et qui est même, non seulement qui n'est pas une langue, et qui est même un danger pour les langues, y compris un danger pour la langue anglaise. Parce que, évidemment, c'est la langue anglaise qui s'est trouvée au premier rang, appauvrie par ce globish. Bon. Alors, on aura compris, je ne vais pas développer davantage ce point, simplement par une citation, puisque j'ai incriminé la loi Fillon de 2005 comme étant la traduction directe de cette influence ô combien négative de décisions européennes au niveau de nos politiques scolaires. Eh bien, la loi Fillon a été précédée par un rapport d'un certain Tello, un haut fonctionnaire, qui avait le mérite de la clarté, qui osait proclamer qu'après tout, les compétences pour le citoyen du XXIe siècle, ce sont en définitive l'anglais de communication internationale, les technologies de l'information et de la communication. Bref, il n'est pas question d'apprendre à nos enfants à avoir une culture, il n'est pas question de leur apprendre à exercer leur esprit critique, il est question simplement de leur permettre de s'exprimer un peu partout de par le monde et de manier l'outil Internet. Le président du Conseil italien à la même époque était encore plus clair, puisqu'il disait, inspiré par les mêmes dictats européistes bien sûr, il disait, mon italien est approximatif, que finalement l'université, c'est ce qu'il appelait la règle des 3 I, inglese, impresa, Internet, je crois qu'on se prononce en italien, l'anglais, l'entreprise et Internet. Voilà pour les diagnostics qui sont à peu près unanimement reconnus, hein, il suffit de développer un peu, qui permettent de comprendre pourquoi eh bien, notre école est dans un tel état, dans un état aussi catastrophique, notre école et notre université. Je suis déjà un peu long. Bon, alors, je vous l'ai annoncé, je souhaiterais articuler, bien sûr, et ça permettra de mieux comprendre où nous voulons aller et ce que nous voulons faire pour redresser la France par son école, et également l'école parce que nous redresserons la France, ce que nous comptons faire, les voies de redressement que nous traçons d'ores et déjà. Alors, d'abord, il va bien sûr s'agir de réformer le système à partir de la base, c'est-à-dire à partir de l'école primaire. Je le disais tout à l'heure, une formule qui mérite d'être méditée un tout petit peu. Oui, c'est à l'école primaire, et même à l'école maternelle, que commence à se jouer, et que se joue d'ailleurs l'essentiel de l'égalité des chances. Tous les enseignants le savent bien, j'en parle souvent avec Valérie Lopi, notamment. Eh bien, nous savons qu'un enfant qui n'aura pas, grâce à l'école primaire, acquis les fondamentaux, aura une scolarité qui sera de part en part compromise. Voilà. Donc évidemment, un soin tout particulier doit être apporté à la réforme de l'école primaire.
La réforme de l'école primaire, c'est un recentrage de celle-ci sur ses missions, à savoir la transmission des savoirs fondamentaux. Les savoirs fondamentaux, je pense que nous en conviendrons tous, c'est d'abord, je ne dis pas seulement, mais d'abord, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est d'abord savoir lire, savoir écrire, savoir compter, et c'est d'abord cela. Bon. Alors, cela dit, il faut envisager, une fois qu'on s'est entendu sur ce que sont les savoirs fondamentaux, eh bien, il faut réfléchir sur les méthodes d'enseignement à adopter, les méthodes de leur transmission. Car une mauvaise méthode peut absolument tout compromettre, bien entendu. J'ai évoqué tout à l'heure la méthode globale. Alors, on vous dira que la méthode globale qui a été appliquée, alors je ne sais pas si chacun sait de quoi il retourne. Pour expliquer très brièvement, pour ce qui est de l'apprentissage de la lecture, vous avez deux grandes méthodes opposées, et après vous avez des mixtes. La méthode globale qui consiste à prétendre faire associer, pour le dire rapidement, un mot, par exemple, à une chose, à un référent, ce qu'on appelle en linguistique un référent. C'est-à-dire, par exemple, on met à côté le mot, je ne sais pas, table, le tracé des lettres, et puis un dessin qui représente une table. Et on va, comme cela, prétendre que l'enfant saura lire ou reconnaître que le mot table désigne effectivement ce que c'est qu'une table. Bon. L'autre méthode d'apprentissage de la lecture, tout à fait opposée, c'est la méthode syllabique, qui consiste à enseigner d'abord, à partir du simple pour aller au complexe, c'est-à-dire à enseigner d'abord les lettres, leur valeur phonétique également. À partir de là, on apprend ce qu'est une syllabe, puis un mot. Alors, si la deuxième méthode, je n'en doute pas, vous paraît être frappée du sceau du bon sens, le système est à ce point allé à l'encontre du bon sens que c'est pourtant les méthodes globales et dites mixtes, mais qui en réalité restent, dès lors qu'il y a un élément de méthode globale toujours trop global, ce sont les méthodes globales de l'apprentissage de lecture qui ont prévalu dans la quasi-totalité des établissements. Il y a des maîtres, des instituteurs qui ont fait de la résistance, soucieux du bien de leurs élèves, au risque de se voir eh bien, taper sur les doigts par leur hiérarchie. C'est la méthode globale et ses dérivés qui a prévalu et qui a en réalité produit des générations de dyslexiques. Voilà, les cas de dyslexie, moi j'enseigne au lycée, nous avons dans nos classes de terminale des élèves qui sont entravés dans la quasi-totalité des matières par le fait qu'ils aient du mal à lire et à écrire. Eh bien, ils le doivent à la façon dont on leur a enseigné au niveau du primaire la lecture. Bon. Alors bien sûr, vous l'entendez, ce que De Rovien a voulu faire, nous le ferons, en nous donnant les moyens de voir appliquer effectivement cette décision centrale. Nous mettrons hors de la loi toute autre méthode d'apprentissage de la lecture, tout autre que la méthode syllabique. Ce que nous voulons faire par ailleurs, eh bien, c'est bien sûr restaurer l'école de sorte à ce qu'elle soit véritablement le lieu où se fasse efficiente l'égalité républicaine. Nous voulons un système qui reconnaisse et promeuve les mérites et les efforts. Nous l'avons dit, l'égalité bien comprise, à l'encontre donc du contresens égalitariste dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qui se trouve énoncé dans une formule parfaitement claire de Paul Langevin, que nous avons cité souvent, y compris à l'origine du collectif. Paul Langevin disait que la mission de l'école, c'était de permettre la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Bien, voilà exactement une formule qui exprime la quintessence de l'égalité bien comprise. C'est-à-dire qu'il s'agit pour l'école de pousser au plus haut, de permettre aux élèves, aux enfants, aux jeunes, eh bien, d'aller aussi loin que leurs compétences leur permettent. De les promouvoir tous, pour ensuite, effectivement, et j'en parle juste après, eh bien, reconnaître, opérer des sélections dans le bien des élèves, bien entendu. Bon. Alors, bien sûr, pour que cela soit possible, il faut que non seulement l'école revienne à un enseignement de la primaire des savoirs fondamentaux, ceux qui doivent être dispensés en premier, mais revienne véritablement à une école de l'exigence, qui, encore une fois, reconnaisse les efforts et les mérites. Voilà, et nous pensons à des choses très concrètes.
Il ne s'agit pas, je le précise, de revenir à un état antérieur, même si l'école, il est vrai, fonctionnait mieux autrefois qu'elle ne fonctionne aujourd'hui. L'histoire ne repasse pas les plats, nous construisons des propositions novatrices, mais effectivement, l'école d'antan savait reconnaître les mérites et les efforts beaucoup mieux que celle d'aujourd'hui. Je le disais, l'égalité bien comprise passe par la sélection. Une sélection juste, bien entendu. Eh bien, nous sommes en train, là aussi, de réfléchir à la façon d'instaurer, dans le bien des élèves et de leurs familles, des paliers d'orientation et de sélection justes. Je donne un exemple. Nous avons aujourd'hui, et peut-être le chiffre sans doute même croîtra-t-il cette année, 76% d'admis au bac. Et nous avons en regard un autre chiffre à considérer, qui est le taux d'échec massif des néo-bacheliers en première année de l'université, qui dépasse les 50%. Voilà. Alors, pourquoi cette catastrophe? Tout simplement parce que le bac ne fonctionne pas comme un véritable palier de sélection. Le bac est donné à tout le monde, voilà, et tout le monde échoue. Enfin, tout le monde, une grande partie échoue. Bon, alors effectivement, j'aurai l'occasion de le redire sur une communiqué de presse lorsque les chiffres mirobolants du bac 2016 seront communiqués, comme chaque année. Il faut que le bac redevienne un véritable palier de sélection, une sélection juste. C'est-à-dire que nous sommes pour une différenciation des voies. Je parlais tout à l'heure du collège unique, pour remonter un peu en amont. Eh bien, le collège unique doit être supprimé et le collège doit être réformé dans le sens où il devra permettre aux enfants qui ont des goûts et des dispositions pour des activités plus pratiques, plus manuelles, plus techniques, eh bien, de s'orienter vers ces voies-là, bien entendu. Dans le même ordre d'idée, parce que sans doute êtes-vous un certain nombre à vous faire à vous-même cette remarque, eh bien, il faudra bien entendu, pour que l'école rétablisse ou retrouve ce sens de la sélection juste, il faudra, c'est une urgence absolue, réformer la voie professionnelle. La voie professionnelle est aujourd'hui devenue une véritable filière de relégation qui est vécue comme telle par les élèves et par leurs familles. Bon. Et le paradoxe est complet. C'est un paradoxe, enfin, le deuxième aspect du paradoxe permet de nourrir quand même des espoirs. Parce que dans beaucoup de voies professionnelles, il y a des débouchés qui permettent même d'accéder pourtant à une certaine reconnaissance sociale. Bon, eh bien, un grand chantier là devra être entrepris, bien entendu, chantier qui consistera, beaucoup de choses passent en l'occurrence, je crois, par le symbole, une revalorisation symbolique de cette voie-là. Nous pensons en particulier, pour donner un cas précis, à permettre, à constituer des écoles, des grandes écoles professionnelles, et des écoles auxquelles qui seraient préparées par des classes préparatoires, comme pour toute grande école, que nous pourrions inscrire dans les lycées les plus prestigieux des centres-villes, des grandes villes. Vous voyez, quelque chose là serait fait pour revaloriser cette voie professionnelle qui, par ailleurs, a des débouchés certains, en tout cas dans certaines filières. Nous voulons par ailleurs, j'évoquais tout à l'heure l'esprit critique, eh bien, que notre école soit le lieu où véritablement se forment des citoyens au vrai sens du terme. C'est-à-dire des individus qui exerceront leur esprit critique, qui seront capables d'une citoyenneté éclairée et responsable. À cette fin, il nous apparaît absolument nécessaire de constituer un véritable enseignement civique digne de ce nom. Nous en parlions tout à l'heure. Également, ce qui s'est fait en la matière a relevé de la farce. Ceux qui étaient au lycée il n'y a pas longtemps ont connu peut-être le CJS, l'éducation civique, juridique et sociale. Que fait-on dans le cadre des cours des pseudo-cours de CJS? On parle de tri des déchets, chacun est libre d'avoir sa sexualité, c'est ça. Bon, ça, c'est pas l'instruction civique, on est bien d'accord. C'est même très loin. Bon. Et pourtant, Dieu sait, et on dit souvent, on entend beaucoup les anciens dire ça, dans les salles des professeurs, ils ne savent rien, ils ne savent rien. Moi, je pars du principe qu'ils ne peuvent pas savoir ce qu'on ne leur a pas appris. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Eh bien, par exemple, les élèves ne savent pas qu'il y a une Assemblée nationale et un Sénat. Hein, les élèves, y compris de filière générale, hein, ne le savent pas.
et pourtant ils votent, ou ils sont sur le seuil de l'accès à leur pleine citoyenneté. Bon, alors, nous projetons de ce fait de dispenser à tous les niveaux un véritable enseignement d'instruction civique. Cet enseignement devra comporter, selon notre réflexion en cours, un enseignement de droit constitutionnel, de rudiments qui peuvent être enseignés de façon très précoce, je crois, dispenser des notions concernant le fonctionnement de nos institutions, une éducation à la défense, qui n'est pas à oublier, et qui est inscrite dans les textes. Ce qu'on ignore le plus souvent, le fait d'une certaine idéologie diffuse dans le milieu enseignant, il y a quelque chose de très rétif, vous voyez, par rapport à toutes ces problématiques-là. Bon, c'est pourtant inscrit dans les textes officiels. Et une éducation aux médias, par ailleurs, hein, parce que, nous le savons bien, nos enfants, nos élèves, nos jeunes sont de plus en plus submergés par des contenus médiatiques tous azimuts, au point qu'ils ne peuvent s'y retrouver, que le fait qu'ils ne puissent s'y retrouver, eh bien, participe de l'abolition de leur esprit critique. Il y a là quelque chose qui est une mission, bien entendu, de l'école. Bon. Je vais en terminer assez rapidement. Bien sûr, c'est là aussi un point essentiel. Nous sommes français, l'éducation, c'est l'éducation nationale. Eh bien, il faut que l'école donne à tous les enfants et à tous les jeunes de véritables raisons, d'abord de connaître leur culture nationale, et puis d'être fiers de leur histoire. Là, l'école a un rôle crucial à jouer en termes de cohésion sociale. Et je dirais même, nous en parlions aussi tout à l'heure, en termes d'assimilation. Elle a une fonction assimilatrice à jouer. Hein. Vous voyez, moi-même, je suis d'origine espagnole. Mon père doit à l'école de la République de lui avoir donné effectivement des raisons d'être fier d'être français. Il est devenu, après avoir dû choisir entre les deux nationalités. Voilà. Bon. Lorsque l'école aura, par la transmission de l'héritage national, une transmission vivante, donnant des raisons, encore une fois, d'être fier d'être français, eh bien, je ne dis pas que le problème aura été intégralement résolu, mais il aura trouvé un début de solution, le problème du communautarisme. Voilà, parce que le remède au communautarisme, c'est bien entendu l'assimilation républicaine, et il appartient à l'école de le permettre. Alors très concrètement, eh bien, il faut faire exactement l'inverse de ce qui se fait depuis une vingtaine, une trentaine d'années. C'est assez connu là aussi. Des pans entiers de l'histoire de France ont disparu, les programmes d'enseignement. C'est avéré, c'est une certitude, contrairement à ce que me disait l'autre jour une journaliste sur France Culture. Ah, mais c'est discuté. Non, c'est pas discuté. On ne parle plus ni de Napoléon, c'est pas discuté, c'est le fait. C'est incontestable. On préfère leur parler de je ne sais quel empire, de je ne sais où, de je ne sais quelle époque, plutôt que de leur parler de Napoléon, du consulat, de l'État, etc. Et même de De Gaulle. Bon. Et puis, la fierté d'être français, c'est aussi l'enseignement de la géographie, c'est important. L'un de nos responsables, une Seine-et-Marne, a produit, pour contrer Najat Vallaud-Belkacem, qui prétend que le niveau ne baisse pas, a mis en regard 2 pages de manuel, un des années 2000, un autre des années... le brevet du collège. Année 2000 et puis un autre qui devait dater des années 60. Quand on regarde les deux, vous avez une époque de géographie qui pose des questions extrêmement précises sur un fleuve et ses affluents, et puis aujourd'hui c'est la carte de France avec ses fleuves, il faut en nommer 2. Donc, celui qui sait que la Seine doit être à peu près par là, la Garonne à peu près par là, a tous les points. Bon. Je terminerai en énonçant 2 autres perspectives, hein, et puis ensuite je souhaite qu'une conversation s'engage. Bon, il y a autre chose qu'il faut réformer de façon, j'en ai parlé aussi dans ma partie analytique, de diagnostic. Quelque chose qu'il faut réformer impérativement, c'est la formation des enseignants. En leur redonnant des raisons de vouloir faire ce métier. Alors, je ne veux pas trop me citer personnellement, si vous voulez, mais... non, disons que la façon dont les carrières se déroulent est une catastrophe, je pense, parce que
la lassitude s'installe. Beaucoup d'enseignants n'ont plus qu'une obsession, peut-être parfois même, au bout de 10 ans de carrière, c'est la retraite. Comment le système peut-il à ce point produire cette fatigue, ce renoncement, cette abdication? Il y a ceux qui tombent, je ne leur jette pas la pierre, hein, parce que il suffit de savoir comment ça se passe dans bien des établissements pour savoir que c'est insupportable aussi. Hein. Il y a ceux qui finissent en maison de santé, la fameuse verrière. Hein. Et puis il y a ceux qui optent par, après tout, nos élites politiques font ça depuis si longtemps, par le monnayage de la paix sociale, par la démagogie, quoi, hein, par se mettre à parler de foot. Bref, qui font exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Puisque l'autorité du maître est effectivement un des pivots de la transmission du savoir. Voilà, il n'y en a plus. Alors, pour ce qui concerne la formation des enseignants, nous avons des idées. J'en parle avec l'un de nos membres très actifs qui s'est spécialisé sur cette question-là. Nous mettrons très certainement, nous voulons redonner aux classes préparatoires aux grandes écoles la mission qu'elles avaient à l'origine, c'est-à-dire de former des fonctionnaires, des responsables, des cadres de la fonction publique. Et les classes préparatoires avaient notamment pour vocation de former des enseignants avec un haut niveau de compétences. Voilà. Ce qui se situe aux antipodes des UFM ou des SP qu'il faudra donc supprimer, c'est bien une formation d'excellence donnée aux enseignants. Et il faudra, parce que là aussi bien sûr ça importe, sans doute penser à une revalorisation de la fonction, y compris salariale. Bon. Ce qui, je sais, appelle sans doute des efforts de pédagogie. Oui, les enseignants français sont parmi les moins bien payés d'Europe, hein, il faut le savoir. Bon, alors, certes, beaucoup de vacances, certes, la sécurité de l'emploi, je connais ces arguments qui ne sont pas infondés, mais encore une fois, la situation de souffrance dans laquelle beaucoup d'entre eux se trouvent est réelle. 1 heure de cours dans beaucoup d'établissements, si ce n'est dans la plus grande partie des établissements, équivaut à bien des égards à une demi-journée de travail dans d'autres corps de métier. La revalorisation salariale, pardon, est d'ailleurs totalement envisageable au titre de ce que beaucoup d'enseignants ont des décharges. Nous réformerons dans un esprit de sérieux budgétaire, voire à budget constant en réalité, même en augmentant les salaires. Pour donner un chiffre, j'en ai pas donné beaucoup, il y a à peu près 1/8 du corps enseignant, ce qu'on appelle les équivalents temps plein, les ETP, qui n'enseignent pas. Voilà, ils n'enseignent pas. Alors que font-ils, me demandez-vous? Ils sont formateurs par exemple, formateurs dans les UFM. Alors c'est cocasse d'ailleurs parce que ces enseignants formateurs dans les UFM sont souvent là parce qu'ils s'y planquent dans les UFM, parce qu'ils ne sont pas capables d'enseigner dans les élèves réels. Et pourtant, ils prétendent enseigner aux enseignants qui débutent comment il faut s'y prendre pour enseigner aux élèves réels. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi les décharges, notamment syndicales. Savez-vous, des décharges syndicales, parfois pléthoriques, alors qui est proportionnel au degré de responsabilité dans le syndicat. Mais quelqu'un qui est dans la hiérarchie du principal syndicat d'enseignement secondaire, qui s'appelle le SNES, qui est S4, ou S1, je ne sais plus dans quel secrétaire, qui est responsable académique ou responsable national, va avoir une décharge quasiment totale. Voilà. Bon, syndicat dont il y aurait beaucoup à dire, on pourra l'aborder. Savez-vous que sous couvert de formation syndicale auquel ont droit les enseignants, en tant qu'agents de la fonction publique, ces syndicats font ici et là, on a levé le lièvre, j'ai fait un communiqué là-dessus, des formations anti-FN pour se dire comment, sur argent public, puisque c'est des congés de formation syndicale payés donc par l'administration, des stages anti-FN. Voilà où on en est. Bon, et bien il faudra gratter un peu là-dessus parce que effectivement, un enseignant doit enseigner, me semble-t-il. Il ne doit pas être formateur, ni même, comme c'est parfois le cas, formateur de formateur, ça existe aussi. Ils doivent enseigner, ils doivent, voilà, on verra ces brillants formateurs des UFM, enfin aujourd'hui des SP, retrouver le chemin des salles de cours, comme ça pourront-ils nous montrer tout leur savoir-faire. Bon, et puis je terminerai par une dernière condition qui est, par laquelle je souhaite achever parce que elle est méthodologiquement la première en réalité. On ne réformera pas le système sans recentraliser son administration. Voilà. Il faut, au moins à titre provisoire,
et pour partie, à titre provisoire et progressivement, eh bien, produire une sorte de recentralisation administrative du système, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le vice-président de Racine, qui est le mieux à même de parler plus que moi de l'enseignement supérieur, c'est notre député européen Gilles Le Breton. Bon, sur l'université, l'état catastrophique dans lequel se trouve l'université, qui a été accentué et ô combien par la loi LRU de 2007, eh bien, c'est justement une loi qui décentralise encore un peu plus l'administration de l'enseignement supérieur. C'est exactement la même chose en réalité dans les établissements secondaires, puisque toutes les expérimentations plus ou moins hasardeuses ou le suivisme par rapport à ces délires pédagogistes ou égalitaristes dont je parlais tout à l'heure, sont possibles parce qu'il y a de moins en moins d'obligations nationales en termes de transmission. Les programmes nationaux, qui étaient autrefois la norme, ne sont pas, il ne faut pas exagérer, l'exception, ils existent toujours, mais enfin, quand on a permis aux établissements d'avoir une autonomie, on leur a permis également d'adapter, selon des vues locales, les lubies des uns et des autres, ce qui s'y fait. Bon, la recentralisation, je répète, progressive, provisoire, et qui respectera, bien entendu, les spécificités de l'enseignement privé, hein, ce qui est inscrit, ce qui est un de nos principes, inscrit dans notre texte fondateur, l'appel de redressement de l'école que nous lancions en mai 2013. La recentralisation, au moins progressive, provisoire du système, est une condition de la réforme, bien entendu, et l'on ne pourra donc redresser le système scolaire et universitaire, ce dont ils ont tant besoin, qu'à la condition de cette recentralisation. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, peut-être un peu trop longuement, je ne sais pas. Oui, presque une heure, mon Dieu. Mais tout ça est évidemment passionnant. Ah oui, tout à fait.